10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous, un grand rendez-vous spécial dans un contexte grave qualifié d'insurrectionnel. Une France qui a basculé vers l'inconnu, des images hallucinantes encore hier d'une violence sans limite comme celle de l'attaque du domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses. Les Français exigent le retour de l'ordre. Alors l'exécutif doit-il aller vers des méthodes plus radicales, vers des décisions aussi plus radicales, y compris sur le plan judiciaire? Faut-il craindre aussi, certains l'évoquent, un scénario noir d'utilisation d'armes? Notre invité en ce jour, Éric Ciotti, bonjour à vous. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous dans ce contexte particulier, président des LR. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait faire revenir un semblant de calme et surtout pour combien de temps? Nous allons en parler avec à mes côtés Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Éric Ciotti, c'est un maire qui a été attaqué à son domicile à l'Haÿ-les-Roses. Vincent Jeanbrun, qui est aussi porte-parole des LR. À ce moment, il était à sa mairie, sa femme et ses jeunes enfants étaient à la maison. Une attaque à la voiture bélier. Les émeutiers ont voulu, semble-t-il, s'introduire dans le domicile. Vous avez eu en ligne, il y a quelques instants, ce maire. D'abord, quelles nouvelles pour sa famille et ses enfants ? J'ai échangé avec lui par message ce matin très tôt, quand j'ai eu connaissance de cette information terrifiante, stupéfiante. J'ai senti dans la réponse de Vincent beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude pour ses enfants, qui sont bien sûr en état de choc. Son épouse a été blessée, elle va être opérée. C'est ce qu'il m'a dit et je pense en lui en cet instant. Je veux lui dire tout mon soutien. Il est extraordinairement courageux. J'étais avec lui jeudi matin à l'Haÿ-les-Roses, devant cette annexe de la mairie qui a été totalement incendiée. Nous sommes allés voir des voisins de ce centre municipal dont la maison a failli être incendiée. Le cabanon a été incendié parce que le poteau qui supportait une caméra de vidéosurveillance a été brûlé par ces délinquants, par ces barbares, il n'y a pas d'autre mot. Et là aussi, ça a été limite que le feu se propage à l'habitation. J'ai pris en photo moi-même des inscriptions sur les murs de cette cité en disant on va brûler la mairie et les keufs. Le lendemain, il y avait la même inscription me concernant d'ailleurs, qui appelait à me brûler. Oui. Voilà, c'est ce contexte que Vincent Jeanbrun a subi avec beaucoup de courage, avec sa police municipale. Il a fait face et c'est vrai que jeudi matin, c'était une scène de chaos dans cette rue qui traversait la cité. Les bouches d'incendie avaient été détruites. La cible, c'était les panneaux c'était les caméras de vidéosurveillance. Vous avez parlé, Éric Ciotti, de la colère de ce maire avec qui vous avez échangé. Courage et colère, avez-vous dit. Sa femme, vous venez de le dire, est transportée à l'hôpital. Il avait 2 jeunes enfants dans cette maison. C'est-à-dire que voilà un maire, sa famille qui ont été visés à une adresse privée chez eux. Donc est-ce que là on a franchi, à chaque fois on pose la question, est-ce qu'on a franchi un cap? Mais comment décrire une telle situation? C'est naturellement un degré supplémentaire dans l'horreur. On pourrait dire qu'on a franchi des lignes rouges, mais ça voudrait dire que ce qui s'est passé était tout aussi acceptable. Non, ce qui se passe depuis quelques jours dans notre pays est insupportable et doit appeler à une réaction très forte, d'une autre nature, au-delà des mots convenus qu'on a l'habitude de tenir. Il faudra le temps de l'apaisement revenu, et j'appelle naturellement au calme, au retour à la paix civile. On est dans une forme aujourd'hui de guérilla urbaine dans certains quartiers. C'est une guérilla urbaine, c'est ainsi dans que vous certains appelez quartiers, la c'est des scènes de guérilla urbaine que les habitants ont supporté, ont subi, avec beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Moi, j'ai vu des Français inquiets, très inquiets, dans un état quelque part de sidération par rapport ces événements qui sont aussi regardés depuis l'étranger avec on va en parler. Vous-même, vous avez été menacé. Sentiment de sidération. Éric Ciotti, on va voir cette banderole de menaces assez claire qui vous vise nommément. Éric Ciotti revient ici, on va te brûler. La question, c'est quelle protection aussi, d'abord, évidemment, pour nous tous, pour les Français qui sont la cible de ces attaques et de ces émeutes, mais aussi pour les maires, les élus, les responsables comme vous en première ligne. C'est au ministre de l'Intérieur de l'apprécier, d'apprécier les menaces. En tout cas, ce que nous mesurons, c'est que les élus sont de plus en plus la cible parce qu'ils sont les représentants
quelque part d'une parcelle de l'autorité de la République et que cette République veut être, pour ceux qui en sont aujourd'hui les opposants, doit être détruite. C'est ça qui est en jeu. Vous sentez un sentiment presque de découragement, de démission chez certains élus, justement sous le feu de ces menaces? Non, les élus sont très courageux, ils tiennent le coup, mais on a vu que les mairies, comme les commissariats, devenaient les cibles, parce qu'ils sont les symboles de la République, de la démocratie et de l'autorité de la République. Mais malgré ces attaques, Gérald Darmanin fait le constat d'une nuit finalement moins violente que les précédentes. Faites-vous le même constat que lui? Non, hélas non. Numériquement, le ministre de l'Intérieur a les chiffres. Il y a eu moins de véhicules brûlés, il y a eu moins d'exactions numériquement. Mais la gravité des faits qui ont été commis témoigne que la situation de violence perdure et qu'elle ne s'est pas interrompue. Il y a des provocations, il y avait beaucoup de moyens policiers. Les policiers, les gendarmes, les forces mobiles ont fait un travail remarquable. J'ai été avec eux les 2 dernières nuits dans ma ville à Nice. Ils sont extraordinairement courageux. Sans eux, on aurait aujourd'hui un pays à feu et à sang. À feu et à sang, attendez. À feu et à sang, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu ce dispositif sécuritaire aujourd'hui, si les policiers n'intervenaient pas, si les pompiers n'intervenaient pas, on aurait eu des centaines d'habitations dévastées, brûlées. On a déjà eu des pillages. Ce qui se passe est terrifiant, mais les policiers sont la dernière digue contre la barbarie. 45 000 policiers, 45 000 forces de l'ordre chaque jour pour être capable de contenir les voyous, ceux que vous appelez des barbares. Est-ce que c'est tenable sur le long terme? Naturellement non. Donc il faut tenir dans cette période de crise parce que la République ne peut pas et ne doit pas reculer, elle doit afficher une fermeté totale. Mais c'est pour ça que personnellement j'ai tenu à soutenir l'action de l'État, des forces de l'ordre et de ceux qui les dirigent, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. On a besoin d'unité dans ce temps. Mais il faudra, dès que c'est terminé, dans les prochaines heures je l'espère, tirer toutes les leçons et changer de cadre de façon radicale vous fait dire cela sur la réponse pénale, sur la délinquance des mineurs, sur l'immigration. Que dans les prochaines heures, ça peut être terminé. Je l'espère, c'est un souhait. C'est un souhait. Il faudra que tout soit fait, que la mobilisation qui a été forte et efficace soit poursuivie. Mais on voit bien que ça ne peut pas tenir partout. Alors ça ne peut pas tenir partout, et c'est la question de Mathieu Bock-Côté, mais il faut qu'on insiste. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de maintenir un tel dispositif sécuritaire de 45 000 hommes, avec le GIGN, avec le RAID, en mode tendu pour plusieurs jours, selon vous? Est-ce que c'est possible qu'on tienne ainsi? Pour plusieurs jours, oui. Pour plusieurs semaines, ça sera naturellement beaucoup plus difficile. Dans d'autres temps, en 2005, le dispositif avait tenu dans les émeutes aussi à Villiers-le-Bel où on avait tiré à armes avec des armes sur des policiers. Le RAID était intervenu. Frédéric Pechnard, qui était alors le patron de la police, me le rappelait ce matin. Mais il faut que tous les dispositifs soient mobilisés. Et il faut aussi, parce que la réponse, elle est là. Ce n'est pas simplement les policiers qui sont en première ligne qui doivent faire face. Il doit y avoir une réponse pénale. Et ça va au-delà de ce qui s'est passé depuis quelques jours. Implacable, d'une fermeté absolue. Il faut qu'il y ait des incarcérations quasi systématiques, des comparutions immédiates, que ces barbares soient mis hors d'état de nuire. À vous entendre, cela dit, vous êtes quelques jours oui, quelques semaines non. Donc la question est de savoir qui va céder le premier, les émeutiers ou les forces de l'ordre. La République ne peut pas céder, autrement il n'y aura plus de République. J'entends bien, mais à vous entendre, c'est une question de quelques jours. Au-delà de ça, ce n'est plus possible. Mobiliser chaque jour 45 000 policiers et gendarmes sur plusieurs mois, c'est naturellement difficile. Ça appelle aussi, à une réflexion sur nos dispositifs de sécurité. Mais si on fait ce qu'il faut, en matière de réponse pénale, vous savez, le message de dissuasion, pourquoi on en est là? Parce que depuis de trop nombreuses années, ces jeunes, ces délinquants, qu'on les appelle comme on veut, ces racailles, ces barbares, ont le sentiment d'une impunité. J'ai beaucoup discuté avec les policiers. Ils me disent il y a un sentiment d'impunité. C'est ça le problème. On va revenir sur la je les ai vus l'autre jour, j'étais à côté des policiers à Nice. Il y avait des jeunes qui étaient juste à côté. C'est un dispositif qui est prévu dans nos institutions, y compris dans la Constitution, s'il y a un véritable danger pour la République. Mais aujourd'hui, je le dis,
pour moi, la priorité, au-delà du maintien de l'ordre, qui doit bien sûr s'installer partout, et on a vu qu'il y a eu des failles dans des petites communes. À l'Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun me disait que dans la nuit de mercredi à jeudi, où il y a eu cet incendie, les dispositifs, ils étaient affaiblis parce qu'ils avaient de police, parce qu'ils étaient partis vers d'autres points qui paraissaient plus sensibles. Donc il y a une pression, notamment en Île-de-France. Il y a eu beaucoup de moyens sur les grandes villes, un peu moins sur les villes moyennes, parce que, naturellement, on atteint les limites du dispositif. Mais aujourd'hui, le message qui doit être adressé, c'est qu'il doit y avoir des réponses en cour d'assises. En cour d'assises, ceux qui ont brûlé sont des incendiaires, ceux qui ont allumé des incendies. La réponse dans le code pénal, elle ne peut pas être atténuée. C'est la cour d'assises. Ceux qui ont attaqué le domicile de Vincent Jeanbrun, ils devront être interpellés, recherchés, je fais confiance à la police judiciaire, aux autorités judiciaires, et traduits en cour d'assises. Pour tentative d'assassinat. Bien sûr, mais un incendie, c'est un acte criminel, pas délictuel. Il faut qu'il soit poursuivi. Les pillages, on doit rechercher tous ceux qui ont pillé. On le voyait, ils le faisaient même à visage découvert, avec un sentiment... La volonté d'engager ces poursuites ? Il faut le faire, oui. Aujourd'hui, depuis des années, on a trop banalisé. Alors, la réponse pénale n'est pas satisfaisante. Il y a des problèmes matériels. Nous manquons cruellement de places de prison. Il y a une forme de numerus clausus. Ce terme judiciaire est terrifiant, qui s'est mis en place parce qu'on manque de places de prison. Donc, on n'envoie pas là où ils devraient être les délinquants, qui sont quelquefois appréhendés des 10, 15, 50 fois avant qu'ils fassent un jour de prison. On va marquer une pause, Éric Ciotti. On va revenir sur la réponse pénale que vous appelez de vos voeux avec une réponse plus ferme. On va rester quand même sur ces dernières heures avec des policiers également qui ont été attaqués, ciblés, mis à part des élus. Poignardés à Marseille. Poignardés à Marseille, alors qu'ils étaient hors service. C'est terrifiant. Là aussi, la réponse, elle doit être au plus haut niveau de l'échelle pénale. Vous avez dénoncé ces individus comme étant des barbares. Dans une vidéo, Éric Ciotti, Michel Onfray parle d'un peuple qui s'insurge contre un autre peuple. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Je ne crois pas que ceux qui ont pillé, cassé, brûlé incarnent le peuple de France. Je ne le crois pas. C'est une infinie minorité qui défie la République, qui se croit entourée par un sentiment d'impunité. Je le redis, mais ce n'est pas le peuple de France, ce n'est pas la France, ce n'est pas le visage de la France. Et la France, elle doit redire ce qu'elle est, une grande démocratie, un pays de liberté, un pays aussi où les lois, les règles sont respectées, où les valeurs de notre histoire sont transmises par l'école de la République. On en est loin là. Est-ce que vous l'autorité, craignez... le respect. On en est loin, ça dérive, ça dérape. Mais ce n'est pas le peuple de France. Celui qui pillait dans les rues, ce n'est pas le peuple de France. Alors comment le présentez-vous ? Comment le qualifieriez-vous ? C'est aujourd'hui une partie séditieuse quelque part qui vit dans un entre-soi nourri par le communautarisme aussi, qui ne respecte plus rien, parce que la sanction et la République a été faible, parce que l'éducation n'a pas été au rendez-vous, parce que les parents n'ont pas été placés devant leurs responsabilités. Ce sont et ça, c'est ce mot. J'ai échangé ce week-end avec le ministre de l'Intérieur, avec le garde des Sceaux. J'ai échangé depuis le début des événements avec la Première ministre qui m'a appelé. Le ministre de l'Intérieur me disait que la moyenne d'âge est de 17 ans, des personnes qui avaient été interpellées. Moi, je repose, j'ai entendu le message du garde des Sceaux, sur la responsabilité pénale, parentale. Vous savez, quand on se marie, il y a un article du Code civil qui rappelle les droits et les devoirs sur l'autorité parentale. Je crois que c'est l'article 371 du Code civil. Mais... moi, j'avais, en son temps, ça m'avait valu des polémiques énormes. C'était en 2010. J'avais porté une loi qui supprimait les allocations familiales. Est-ce que c'est encore audible, pardonnez-moi, un tel discours aujourd'hui ? On a l'impression, pardonnez-moi, mais qu'on a basculé vers complètement autre chose. On entend parler d'autorité parentale alors qu'il n'y a plus aucune autorité. Vous parlez d'une infinie minorité, mais voilà une infinie minorité qui a réussi à faire basculer le pays vers l'inconnu. Voilà une infinie minorité qui fait reculer des policiers. Voilà une infinie minorité qui s'attaque à des élus. Voilà une infinie minorité qui fait peur aux Français. Voilà une infinie minorité vous avez raison. Qui fait arrêter la vie des commerçants. On vit depuis trop longtemps sous le règne de la tyrannie des minorités, y compris des minorités médiatiques.
je le dis, qui ont installé ce climat qui excuse tout, qui installe l'impunité. Donc il faut réagir. Mais je reviens 2 secondes sur cette question de la responsabilité parentale. C'est un des éléments. Si on ne le fait pas, où on en sera dans 4-5 ans avec ceux qui ont 8-10 ans aujourd'hui, qui vont basculer, comme les mineurs qui sont dans la rue aujourd'hui, 12-13 ans, qui eux-mêmes peuvent basculer dans 4-5 ans. Où en sera-t-on alors ? Voilà, il y a un danger, il y a une menace. C'est que de projection, où en serons-nous dans 5-6 ans, dans 10 ans ? Les armes qui circulent librement, qui servent à des assassinats dans les cités à Marseille, soient demain utilisées contre les policiers, contre les forces de l'ordre. Je sais que c'est une terreur et une inquiétude des forces de sécurité aujourd'hui, qu'elle est prise en compte dans les réflexions stratégiques au ministère de l'Intérieur. C'est un risque. C'est un risque si on y prend garde. Donc il faut qu'il y ait des réponses à tous les niveaux. Il faut réinstaller la responsabilité parentale avec des sanctions pénales. Je l'avais porté. Le RN vient d'annoncer, Éric Ciotti, qu'il va déposer une proposition de loi pour la suppression de l'excuse de minorité et l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Est-ce que vous y souscrivez ? Je l'ai fait à plusieurs reprises. Tous mes amendements ont toujours été refusés par le gouvernement, la majorité actuelle, naturellement par celle de M. Hollande. Ma loi qui supprimait les allocations familiales, elle a été abrogée. C'est le premier texte abrogé. On a eu une convocation à l'Assemblée pour abroger ma loi. C'était M. Hollande. C'était en janvier 2013. Ça a aussi abrogé ce qu'on avait créé, les contrats de responsabilité parentale. Il faut qu'il y ait vous allez porter de nouveau ces propositions. Bien sûr, et j'espère que le gouvernement va sortir d'une forme de naïveté sur l'excuse de minorité. Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Il faut supprimer cette excuse de minorité. Naturellement, elle n'a aucune raison d'être aux magistrats d'apprécier, mais on ne doit pas installer ça. Je prends un exemple. On a eu une agression qui avait choqué la France entière à Cannes cet été, vous en êtes fait écho, d'une vieille dame. La condamnation qui est intervenue la semaine dernière, elle est ridiculement faible, Donc, quel est le message ? Le message, c'est qu'on peut tout faire sans sanction. Je reviens quand même sur le diagnostic, parce que vous avez parlé d'une infinie minorité, peut-être, selon vous, que c'est une minorité, mais qui impose sa loi quand même aujourd'hui dans les rues de France. Certains y ont vu une composante identitaire, pas seulement de l'opportunisme pour piller ou casser, mais une violence et puis une haine affichée, revendiquée envers la France. Est-ce que c'est le cas ? Il y a sans doute de cela, mais il y a aussi une mobilisation qui était un entraînement de groupe aussi transmis par les réseaux sociaux contre lesquels il faudra aussi lutter par rapport à ces dérives. Donc vous reprenez l'explication du gouvernement, réseaux sociaux et jeux vidéo. C'est un élément de la propagation. C'est pas la cause, mais les réseaux sociaux aujourd'hui contaminent le cerveau de nos enfants. Il y a une forme d'addiction qui est créée et ça, les réseaux sociaux, il y en a partout dans le monde occidental, l'extrême violence de la jeunesse. Oui, mais il y a des pays qui prennent des mesures. Je ne dis pas que c'est la cause, mais c'est un des éléments. Attendez, vous savez, on ne peut pas apporter des réponses ce qu'on a envie de savoir uniques ce matin, et simplistes. On a compris. Il y a, mais ce matin, dans ce qui se passe et ce qu'on paye depuis des décennies, il y a la faillite de l'autorité parentale. Il y a la faillite du modèle éducatif qui ne transmet plus les valeurs. Il y a un mode de communication aujourd'hui qui favorise la propagation instantanée de fake news, de violence. Et il y a l'impunité pénale, la trop faible sanction contre ceux qui défient les lois de la République. C'est tout cela, on ne peut pas isoler un élément sans parler des autres. Mais quand même, moi je reviens à la question parce que je pense que le diagnostic est important. Vous nous dites infime minorité, on vous pose la question sur la composante identitaire, vous dites peut-être une partie. Donc il n'y a pas, selon vous, parce que l'immigration, naturellement, a une responsabilité très lourde. L'immigration, la faillite du modèle d'intégration, on voit bien que dans les personnes interpellées, les policiers me le disaient, les personnes issues de l'immigration sont très nombreuses. Il faudra d'ailleurs tirer des conséquences là-dessus. Moi, je propose qu'on supprime la nationalité française, qu'on déchoie de la nationalité française les personnes qui auront été mises en cause dans ces violences et qui ont une double nationalité, pour qu'on puisse les renvoyer dans leur pays. Ça doit être infime, parce que certainement, ce sont des personnes issues de l'immigration qui sont français. C'est un symbole aussi. Comme vous et moi. Il faudra l'évaluer au cas par cas. En tout cas, moi, je le demande.
Donc déchéance de nationalité pour les binationaux. Pour les étrangers, il y ait l'application immédiate de l'expulsion, qu'on revienne à la double peine, c'est dans notre texte sur l'immigration. Bien sûr qu'il y a la question de l'immigration. Certains disent dimension identitaire forte. Vous dites pas nécessairement. Michel Onfray dit un peuple qui se soulève contre un autre, pas nécessairement. D'autres disent guerre civile. Est-ce que c'est un terme que vous reprendriez? Il y a eu une guérilla. Moi, ce que je veux éviter, c'est que demain, il y ait une guerre civile. Mais c'est une possibilité. C'est l'ambition, c'est une menace, c'est une crainte. Dans certains territoires, dans certaines zones où les règles de la République ne s'appliquent plus. Quand on a des checkpoints dans certains quartiers tenus par des dealers, ce n'est plus un territoire de la République. Comment on peut le tolérer aujourd'hui? Comment on peut détourner le regard? Donc il y a tout cela. Il y a le trafic de drogue, il y a l'immigration, il y a ces zones qui se sont installées, il y a une réponse, je le redis parce que pour moi c'est l'essentiel. Vous savez, on va débattre demain du texte justice. Demain après-midi à l'Assemblée nationale. Moi, je le dis très clairement aujourd'hui au garde des Sceaux, s'il n'y a pas 80 000 places de prison en 2027 qui sont inscrites dans ce texte, et j'ai déposé un amendement dans ce sens, je ne voterai pas cette loi. On va nous dire il y a plus de magistrats, il y a plus de greffiers. Mais si on est toujours, il peut y avoir autant de magistrats que l'on veut, si on n'a pas les places de prison pour envoyer un message de dissuasion, on n'y arrivera pas. Ça fait des années qu'on parle de ça. 1900 places de prison à peine ont été construites dans le premier quinquennat de M. Macron. Il en avait promis 20 000. On entend, Éric Ciotti. Mais oui, mais c'est l'essentiel. Mais on entend votre ultimatum. Moi, la question que l'on vous pose là, à l'aune de ces images et de ce qu'on vit, parce qu'il y a encore une nuit et peut-être d'autres nuits potentiellement violentes, est-ce qu'il y a une autre solution qu'une répression et une méthode forte aujourd'hui? Est-ce que vous voyez une autre façon de sortir le pays de ce qui est en train de se passer que d'une méthode radicale? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ou est-ce que c'est la seule? Il y a plusieurs leviers. Aujourd'hui, l'urgence, c'est la fermeté, c'est la sanction dissuasive. Mais jusqu'où la fermeté? Jusqu'où la fermeté? Vous, au pouvoir, vous prendriez le risque qu'il y ait un mort? En tout cas, de façon beaucoup plus élevée que cela a été fait depuis des années. C'est-à-dire, là, sur le terrain, est-ce qu'il faut des ordres différents? Forces de l'ordre, qu'est-ce que vous feriez de plus aujourd'hui? Des interpellations, des condamnations, on a plus de 1000 par jour, des incarcérations. Ça, il faut que ce message, il soit 1000 interpellations par jour, Éric Ciotti. Oui. On dirait qu'on est dans un décompte chaque nuit. Nous verrons la réponse pénale. Ce sont des gardes à vue, elles sont opportunes parce qu'en plus, elles permettent que ceux qui ont cassé ne soient pas sur le terrain. Éric Ciotti, ministre de l'Intérieur, ferait les choses autrement? D'abord, moi, j'aurais demandé au président de la République d'activer l'état d'urgence. Parce que cela nous aurait, et je l'ai demandé dès les premières heures, ça nous aurait donné des outils supplémentaires, l'interdiction de circuler, la possibilité de faire des perquisitions administratives, la possibilité d'assigner à résidence. Voilà. Bon. Et ça peut vraiment arrêter le chaos actuel? Ça avait été le cas en 2005. C'est pas au bout de quelques jours. Donc ça peut encore être le cas. J'ai vu que cette hypothèse n'avait pas été exclue. Je l'ai redit au ministre de l'Intérieur. Il m'a fait part de ses arguments juridiques. Moi, je maintiens que ça peut et que ça doit être utile. Après, encore une fois, il y a la réponse immédiate. Elle est dans la main de nos forces de l'ordre, de leur courage, de leur détermination. Et vous savez, mais ça dépend les ordres. Dans le contexte ça dépend les ordres qui leur sont donnés. Absolument. Mais d'où la question, quels ordres vous auriez donné, ministre de l'Intérieur ou président de la République? Des ordres de fermeté. Qu'est-ce que ça veut dire? De ne rien céder et d'interpeller, d'avoir des enquêtes, parce que il y a bien sûr le retour à l'ordre qu'on appelle, et que j'appelle à nouveau de mes voeux, mais il y a aussi tout le temps judiciaire qui va suivre, et celui-là, c'est là où le message va se jouer, parce que ceux qui ont pillé et cassé, s'ils se retrouvent déférés, condamnés, emprisonnés, je prie de croire que le temps va changer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces maires de France, à ces élus aujourd'hui, est-ce qu'il faut une protection à leur intégrité physique? Il faut les soutenir. Là aussi, dans la réponse qu'on peut apporter, j'ai depuis de nombreuses années demandé des peines planchers automatiques dès la première atteinte à l'intégrité physique d'un policier, d'un gendarme, d'un pompier, d'un élu, de tous ceux qui sont dépositaires d'une parcelle de ce qu'est la France, de son autorité publique. Parce que pourquoi on s'attaque aux élus? Parce qu'on s'attaque
à la France, on s'attaque à ses symboles, on s'attaque à l'écharpe tricolore, on s'attaque à ceux qui sont aujourd'hui des fois trop seuls sur leur territoire. Donc les élus doivent être soutenus. Alors vous dites qu'il faut soutenir les élus. Une autre figure importante du débat public, Jean-Luc Mélenchon, a une autre conception que vous. Il dit, dans les circonstances, les émeutiers ne devraient pas s'en prendre aux écoles, ne devraient pas s'en prendre aux gymnases, ne devraient pas s'en prendre aux bibliothèques. Pour le reste, ce n'est pas nécessairement précis. Que répondez-vous à cette distinction proposée par le chef de la France insoumise? L'attitude de Jean-Luc Mélenchon est extraordinairement dangereuse. Cette phrase est un appel à pouvoir attaquer en toute liberté, à inciter à attaquer les autres bâtiments, donc y compris les commissariats et les mairies, puisqu'ils ne figuraient pas dans cette liste qui était quelque part épargnée par le chef de bande. Monsieur Mélenchon est un danger pour la République. Monsieur Mélenchon est un factieux. Les insoumis sont des dangers pour la République. Un factieux, on le voit, un séditieux et un séditieux, oui. Il a dit qu'il fallait quelque part aujourd'hui que la République, parler de 5e République, était l'ennemi. Mais ça veut dire que derrière, entre la 5e et la République, il y a une limite que je ne perçois plus. Pour lui, on voit bien qu'il n'est plus dans l'arc républicain, que c'est quelqu'un qui représente un danger pour la République. Je vois aussi Madame Rousseau, qui hier a justifié les pillages, disant il y a une excuse sociale. Est-ce que quelque part ce ne sont pas les pauvres qui pillent? Mais d'abord c'est un mépris de classe, d'une arrogance insupportable. Et puis tout ça, ça constitue des appels à attiser Mais que faut-il faire? Ces gens sont dangereux pour la République. Vos mots, quand même, sont directs. Éric Ciotti, vous parlez d'un factieux, d'un danger pour la République. Jean-Luc Mélenchon, qui a été aussi élu, aujourd'hui les leaders de la France insoumise. Que faut-il faire, alors, au-delà du diagnostic et du constat? Il y a des réponses judiciaires qui, à un moment, devront être activées. Judiciaires? Alors, des leaders politiques. Quand l'on appelle à l'émeute, quand on prend les policiers pour cible, vous savez, ces discours, ils ont des conséquences. On a tiré sur des policiers avec de la chevrotine. À Vaux-en-Velin, 3 policiers ont été blessés, sérieusement. On a poignardé, je le redis, à Marseille, des policiers en civil. Tout ça a des conséquences. Tout ça a des conséquences. Et il faudra que des magistrats apprécient ceux qui ont allumé les mèches de tout cela aussi. Y compris Jean-Luc Mélenchon. Donc y compris Jean-Luc Mélenchon. Judiciaire, vous appelez à des poursuites judiciaires contre lui. C'est à la justice aujourd'hui de l'apprécier. Mais quand on dit ne touchez pas aux médiathèques, aux gymnases et aux écoles, et quand on est dans une telle crise et qu'on refuse d'appeler au calme, c'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Attendez, vous êtes en train de dire qu'un responsable politique doit aujourd'hui répondre de ces mots devant la justice par rapport à ce qui est en train de se passer? S'il appelle à l'émeute, quand il dit que des policiers tuent, parce que c'est une phrase qui est de façon générale, systématique, que la police est systématiquement raciste, oui, c'est un appel à la violence dans notre pays. Il y a eu aussi une grande partie des maires, d'autres tendances, plus largement de la NUPES, comme le maire écologiste Grégory Doucet, qui a appelé à des renforts dans sa ville de Lyon. On voit que ces maires qui autrefois étaient un peu plus frileux sur l'intervention des forces de l'ordre sont en demande véritablement. Ils voient leur ville saccagée. Qu'est-ce que vous pensez, non pas de ce retournement, mais peut-être de ce pragmatisme aujourd'hui? Ce sont les idiots utiles de la NUPES. Voilà, ils participent de cet aveuglement idéologique, et puis quand ils en subissent les conséquences, ils changent d'attitude. Mais là aussi, il faut arrêter avec ce discours d'extrême gauche qui aujourd'hui contamine notre nation. L'extrême gauche est dangereuse en France, elle n'est plus républicaine. Mais votre diagnostic est finalement plus complexe que ce que vous nous disiez plus tôt. Vous nous disiez c'est une minorité, une infinie minorité qui sème le chaos. Et maintenant, vous nous dites qu'il y a des leaders politiques importants que vous voudriez peut-être même voir devant les tribunaux parce qu'ils poussent à l'émeute. Finalement, ce n'est pas qu'une minorité de minorité. Quand je dis une minorité, combien y avait-il de personnes qui ont brûlé, pillé, qui ont attaqué les policiers? Quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Ce n'est pas un phénomène populaire. On ne peut pas dire qu'il y a eu une manifestation avec 1 million de personnes qui a exprimé son émotion ou sa colère après ce qui s'est passé à Nanterre. Il y a eu dans les rues des groupuscules violents, mais qui, heureusement,
sont minoritaires et qui sont activés par des pyromanes qui ont allumé des mèches. Et ces pyromanes, ils doivent être aussi dénoncés et, je le dis, condamnés. Vous avez parlé tout à l'heure de Sandrine Rousseau qui a mis en avant le côté social, la pauvreté, cette excuse sociale. Vous la balayez d'un revers de main. Selon vous, et on va prendre un peu plus de recul dans quelques instants, la réalité sociale de ces quartiers n'est pas du tout un argument en rien? Ce n'est pas un argument pour justifier. Rien ne justifie la délinquance, la violence, des actes qui sont répréhensibles au terme de la loi. Il faut arrêter avec ce discours. Il n'est absolument pas pertinent et il est contraire à toute réalité. Donc je ne supporte pas ce discours parce qu'il stigmatise aussi des personnes. Voilà, il y a dans nos villages notamment, il y a des gens qui vivent difficilement et qui respectent depuis toute leur vie les lois de la République. Et je veux leur dire mon admiration. Et on ne peut pas justifier de difficultés, d'autant que ces difficultés sont à démontrer compte tenu des aides aujourd'hui et des dispositifs sociaux qui permettent souvent à des gens qui ne travaillent pas, et c'est sans doute le problème, de gagner plus que ceux qui travaillent. On comprend bien ce que vous dites, mais quand certains de ces jeunes disent qu'ils ont le sentiment d'être discriminés, pour vous, il y a une part de vrai ou tout ça est du fantasme? Il y a un échec de notre modèle d'intégration. Beaucoup de ces jeunes sont issus de l'immigration, souvent de la 3e génération. Et comment on peut concevoir aujourd'hui que leurs parents qui sont arrivés dans les années 60 ou 70 aient respecté parfaitement les lois de la République et travaillé, et puis que ça se soit dégradé? Ça veut dire que notre modèle d'intégration, je préfère même parler d'assimilation, a failli parce qu'il y a eu une idéologie aussi qui a privilégié le respect de l'identité initiale, des cultures d'origine. On a enseigné des langues étrangères plutôt que d'enseigner le français à l'école. Il faut arrêter d'enseigner l'arabe ou d'autres langues. Il faut enseigner le français. L'enseignement de la langue arabe est en partie en tout cas, responsable de ce que l'on voit. Ça maintient des Français dans le sentiment qu'il y a une autre identité, qu'il y a une autre culture. Pour moi, je ne reconnais en France qu'un modèle républicain qui est forgé sur notre histoire, notre culture, et que ça ne sert à rien. Je ne dis pas que c'est la cause, mais que ça ne sert à rien d'entretenir ces personnes dans cette identité plutôt que façonner et que forger leur appartenance pleine et entière à l'identité, au mode de vie, à la culture française. La question est de savoir quel sursaut, qui est encore écouté. On a beaucoup parlé des élus, du ministre de l'Intérieur et le président de la République, Éric Ciotti. Faut-il attendre un grand discours? Quel impact pourrait avoir un tel discours martial ou de rappel à la fermeté et au calme? On a l'impression que ce sont autant de coups d'épée dans l'eau aujourd'hui. On n'a plus besoin de discours, on a besoin d'actes. Et il y a un acte qu'il convient d'employer pour le président de la République, si je me permets de lui donner un conseil, c'est d'arrêter avec le « en même temps ». Voilà, le « en même temps » n'est plus possible en matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière de justice. Il faut trancher. On ne peut pas donner des signes en permanence opposés et contradictoires. Il faut adresser des messages simples et des messages forts sur la sécurité, sur le retour à l'ordre. Donc, on a besoin de état faire d'urgence, retourner c'est ce que vous demandez. On a besoin d'arrêter ces flux migratoires. On a déposé des textes. Moi, j'ai été très surpris que le président de la République ne nous réponde même pas sur la question migratoire. C'est un vrai enjeu. Mais à court terme, vous savez, on est sur un sujet où 75% des Français soutiennent nos propositions pour limiter l'immigration de masse. On va franchir le cap des 500, voire sans doute 550 000 titres de séjour en 2023. C'est un haut responsable de la politique migratoire française que j'ai reçu cette semaine qui me le disait. On est à plus 10 ou plus 20 par rapport à 2022 où on était à 490 000 titres de séjour. Je parle en situation légale, avec naturellement les demandeurs d'asile qui sont pour la plupart de faux demandeurs d'asile qui utilisent la naïveté du système. Pas de réponse du président de la République. Quand j'appelle à une réforme de la Constitution avec Bruno Retailleau, Olivier Marleix, avec les députés et sénateurs LR,
Aucune réponse. Vous estimez on nous répond même qu'elle pas. s'impose encore plus aujourd'hui et que c'est votre ligne rouge que vous ne... Il faut arrêter là-dessus avec la naïveté. On ne peut pas dire on va lutter contre l'immigration et ne pas prendre les mesures qui s'imposent, avoir des quotas, des plafonds migratoires chaque année, faire traiter l'asile à la frontière, rétablir la double peine. Tout ça, il faut le faire. Sur la justice aussi, pourquoi il n'y a pas ces peines planchées ? Sur l'éducation, pourquoi on ne va pas rétablir la suppression des allocations familiales ? Pourquoi, selon vous ? Parce que c'est toujours un peu de signe à gauche, quelques messages. Vous allez le proposer à l'Assemblée, Mais bien sûr, mais on le fait systématiquement. On va à nouveau le faire. Mais j'ai peur qu'on soit toujours dans les mêmes séquences. C'est l'émotion, la communication et puis la banalisation. La vie politique, elle nécessite du courage, de regarder dans le long terme. Si on ne fait rien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces jeunes qui ont brûlé, dans 3 ans, quand ils seront majeurs, ils vont tirer sur les policiers. Donc c'est ça. Peut-être, je ne sais pas s'il est encore temps, mais en tout cas, il faut tout tenter et faire le constat que tout ce qui a été fait en tout cas depuis 2012, a lamentablement échoué. Éric Ciotti, vous êtes également présent évidemment dans votre région du Sud. On a parlé justement de potentielle utilisation d'armes. Il y a ce scénario noir qui est évoqué, qui est craint par les forces de l'ordre. Est-ce que vous le craignez également ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Malheureusement, par le trafic de drogue, on sait qu'il y a des armes présentes sur le territoire. Est-ce que c'est là le point de bascule, j'allais dire, le plus fort ? C'est une immense inquiétude. On sait bien et on voit bien que dans les cités, les armes circulent librement, qu'il y a sur le darknet la possibilité de se procurer des armes, notamment sur les anciens territoires de l'Est de l'Europe où il y a eu des combats. J'ai été un des premiers à publier cette vidéo dans la cité des Moulins à Nice, où à midi, une bande circulait avec des armes à la main. Bon, donc il y a ces armes. Quand je vois les contraintes qui sont opposées aux tireurs sportifs, aux chasseurs aujourd'hui, qui vont être obligés de faire encore des déclarations avec une contrainte forte, bon, c'est la règle. Et puis que de l'autre côté, on banalise cette situation, ce n'est pas acceptable. On est très dur avec les honnêtes citoyens, de plus en plus dur. On développe des règles, une technocratie paralysante. Et puis, on est très faible avec ceux qui pourrissent la vie du quotidien. C'est ça que ne comprennent plus nos concitoyens. Presque. Ils se disent, quand on respecte la règle, on est matraqué de règles, d'impôts. Et quand on franchit la ligne rouge, aujourd'hui, la drogue, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 emplois, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut à un moment taper sur la consommation, augmenter les amendes, donner le nom de ceux qui sont condamnés. Des moyens supplémentaires pour la police. Vous estimez que face à ces menaces, les policiers ne sont pas suffisamment armés, par exemple ? En tout cas, il manque de police judiciaire. Voilà. Les CRS, les gendarmes mobiles sont extraordinairement utiles, on le voit. Mais ce ne sont pas eux qui font les enquêtes. Quand on envoie les CRS dans une cité pour régler le trafic de drogue, c'est un placebo sur une jambe de bois. Ça va faire semblant. On fait semblant. Mais on fait semblant. Ce qu'il faut, c'est des membres de la police judiciaire. Il faut une nouvelle rémunération, une nouvelle organisation. Il ne faut pas démanteler notre police judiciaire. Il faut la soutenir. Il faut qu'il y ait des dizaines de milliers d'enquêteurs. En plus, l'investigation, c'est ça le cœur du métier de la police. On en oublierait presque que tout est parti d'un tir de policiers sur Nahel. Il y a eu quand même des demandes d'une partie de la classe politique à gauche pour qu'il y ait plus d'enquêtes au niveau des policiers pour que, estime-t-il, un système soit davantage surveillé et contrôlé. Vous dites non, il n'y a pas du tout de problème dans la police. Vous ne voyez pas aucun souci ? Il peut y avoir des problèmes, mais ces problèmes, ils sont traités et sanctionnés. La police, c'est la profession qui est la plus contrôlée. La plus contrôlée et où il y a le plus de sanctions. Rien n'est passé à un policier. Voilà. Donc là, il y a une affaire judiciaire. Moi, je fais confiance à la justice. Je récuse les procès préalables. J'ai été de ceux qui ont participé à la rédaction de la loi de 2017 au sein de la commission des lois. J'ai fait partie de la commission
après les attentats de 2015, parce que si on a modifié le cadre d'intervention des policiers, c'est notamment après les attentats de 2015 pour qu'ils puissent intervenir dans le cadre d'un périple meurtrier. Et on a redéfini les conditions. Il faut que la réponse, elle soit l'action de l'utilisation d'une arme à feu, qu'elle soit proportionnée, qu'elle soit simultanée et qu'elle soit nécessaire. Et dans le cadre de la nécessité, il y a des conditions. Et il y a 5 conditions. La 4e de ces conditions, qui est dans le Code de la sécurité intérieure, c'est d'interrompre la course d'un véhicule qui est dangereux. Or, et ce n'est pas l'avocat de ce policier qui le dit, Maître Liénard, que j'ai entendu, qui défend son client dans le cadre du droit. Le procureur de Nanterre, qu'est-ce qu'il a dit? Que la course du véhicule avait menacé préalablement un piéton et un cycliste. Donc cette voiture, telle qu'elle était conduite, elle était dangereuse. Et qu'il y a eu un refus d'obtempérer. Donc les tribunaux apprécieront. Mais je pense que la situation, elle est quand même plus complexe qu'on ne l'a dit au début, de façon sans doute un peu prématurée. On arrive presque à la fin de cette émission. On va revenir. Il y a tellement d'images marquantes, hallucinantes et sidérantes de violence. Celle de l'attaque du domicile du maire Vincent Jeanbrun restera quand même un élément marquant, avec beaucoup de réactions politiques sur les réseaux sociaux, de soutien évidemment à ce maire. Vous l'avez exprimé très fortement, Éric Ciotti. Des soutiens venant de toutes parts de la classe politique. Dans quelques instants, on verra aussi la réaction de Sandrine Rousseau, dont vous avez dénoncé l'action, qui dit total soutien. Est-ce que là, on peut arriver peut-être, est-ce que vous y voyez une forme, j'allais dire, d'unité, fût-elle tardive, ou est-ce que vous dites hypocrisie et c'est trop tard? C'est assez facile d'allumer la mèche et puis après de prendre un arrosoir pour tenter d'éteindre le brasier. Voilà, donc il faut mesurer ses propos quand on attise le feu. Vous avez été quand même très direct sur la responsabilité, y compris judiciaire, des leaders politiques, comme Jean-Luc Mélenchon. Ne croyez-vous pas qu'avec cela, on va franchir aussi un cap qu'on n'a pas franchi jusque-là en France? J'espère que ceux qui portent cette lourde responsabilité vont comprendre les conséquences de leurs mots, parce que leurs mots peuvent se transformer en armes. Et derrière, il y a des hommes et des femmes, il y a des élus, il y a des policiers, il y a leurs familles auxquelles je pense, parce que, encore une fois, moi je discute souvent avec les policiers de terrain, ceux qui sont dans la rue. Mais comment ils sont extraordinairement courageux. J'ai eu les patrons des syndicats, à la fois Alliance et Unité. Là aussi, ils me disent, mais il y a nos hommes, ils n'en peuvent plus. Mais pourtant, eh bien, malgré ce sentiment, ils ont fait face. Respect et admiration pour eux. Vous avez dit quelque chose de très important il y a un instant. Vous avez dit, dans 3 ans, dans 4 ans, les jeunes qui sont dans la rue, eh bien, finalement, ils vont avoir des armes et ils vont tirer. Je comprends bien ce que vous avez dit sur les policiers. Donc pour vous, il reste 3-4 ans pour sauver la jeunesse de France avant qu'une partie d'entre elles ne tire sur les policiers? Il reste peu de temps. Et vous croyez que c'est possible dans 3-4 ans? Il reste peu de temps. En tout cas, il faut qu'il y ait une mobilisation générale. On a interrompu beaucoup de dispositifs de soutien. La loi de 2006 qui avait été votée sur les soutiens. Tout doit être déployé. Une éducation nouvelle, une responsabilité nouvelle, des politiques d'urbanisme aussi nouvelles. Il faut arrêter avec ces... pendant des années. Il faut arrêter, 40 ans. Il faut arrêter avec ces ghettos. C'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'il faut pas le faire. Parce que ça, c'est un argument qui nous conduirait à rester dans le même état et à subir cette pression. Je le redis, cette tyrannie des minorités. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans la tyrannie des minorités. L'immense majorité des Français ne veulent pas ça. Ils le disent. Bien sûr, et on a une impuissance politique. Donc maintenant, je dis, levons les blocages idéologiques, les blocages médiatiques. La politique, elle ne se fait pas dans certains médias qui fixent le cap à la classe politique. Elle se fait dans la confiance avec le peuple. C'est pour ça que je crois que sur ces sujets, pour lever les tabous et les blocages, il faudra recourir au référendum. C'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est ce que j'ai demandé au président de la République. J'espère qu'il nous entendra. J'espère qu'il nous entendra parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Merci à vous, Éric Ciotti, président des Républicains, d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous spécial. Je remercie évidemment mes camarades Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Vos émissions se poursuivent.